Bonjour, bon matin, merci d'être présent. Euh, D'abord, dans le cadre de la Semaine mode de Montréal, Mode organise des séances d'information pour mieux outiller les entreprises dans le secteur de la mode au Québec. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas M-Mode, M-Mode est un OSBL qui contribue à la croissance, au rayonnement et à la compétitivité de l'industrie de la mode québécoise. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jean-François Desricaud, qui occupe le poste d'associé service conseil risque technologique chez KPMG, afin vraiment de démystifier la loi sur la protection des renseignements personnels et le projet de loi 96 qui va modifier son cadre législatif. Mais surtout, l'objectif, c'est de sensibiliser, de vous sensibiliser aux enjeux entourant la protection des renseignements personnels. Si vous avez des questions, très importantes de les garder, dans le fond, de les poser à la fin de la présentation de Jean-François. Puis, sans plus attendre, Jean-François, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, j'ai préparé une présentation là, simplement pour nous donner un canevas de discussion. Si au cours, en fait, je vais faire la présentation, puis on va avoir le bénéfice d'avoir une période d'échange à la fin, afin de pouvoir répondre à vos questions s'il en est. Alors, évidemment, à ce moment-là, n'hésitez surtout pas. Euh, les, euh, les éléments dont on va discuter aujourd'hui peuvent comporter des nuances importantes. Ceci dit, il y a un élément qui est important à retenir, c'est que les exigences en matière de protection des renseignements personnels, elles sont définies de façon à s'appliquer à toutes les organisations du secteur privé. Et il n'y a pas de distinction dans la nature et l'intensité des obligations en fonction de la taille des organisations. Et évidemment, ben, les moyens dont disposent les différentes organisations vont varier significativement en fonction de la taille. Euh, et il faut réfléchir à ce qui est proportionnel pour une organisation versus une autre. Mais ça soulève des enjeux de proportionnalité parce qu'il y a des éléments qui peuvent être relativement onéreux à mettre en place. Alors, je nous lance immédiatement. Euh, Essentiellement, à l'automne 2021, il y a exactement un an, en fait, là, parce qu'aujourd'hui, on est le jour de cet enregistrement, on est le 21 septembre, le Québec a adopté une loi qui faisait suite aux travaux sur le projet de loi 64. Euh, la, la loi a pour effet d'introduire des nouvelles exigences et de renforcer et d'augmenter des exigences préexistantes. La notion de renseignements personnels et les règles relatives à la protection des renseignements personnels, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis 1993 au Québec. Et ceci dit, ces règles-là, sans avoir qu'elles aient été ignorées, elles faisaient pas l'objet de pouvoir de sanction puis d'enquête significatif. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui s'appelle la Commission d'accès à l'information au Québec qui avait la responsabilité d'enquêter puis de faire des investigations, mais ils avaient peu de moyens et ils avaient surtout pas le moyen d'émettre des sanctions sur un stade administratif. Et ça faisait en sorte que même quand ils constataient qu'il y avait des enjeux, puis il y avait peu de moyens pour le constater, c'était difficile pour eux de ordonner à des organisations de modifier leurs pratiques ou de sanctionner financièrement ces organisations-là. Alors, un des points importants qui découle de la loi qui a été adoptée à l'automne 2021, c'est de désormais imposer des sanctions financières qui peuvent être significatives. En même temps, ben, supposons qu'on se met dans l'autre perspective là, des individus, ça accorde des droits renforcés aux individus en regard de ce que les organisations font avec les renseignements personnels qu'elles recueillent à leur sujet. Alors, d'abord, rapidement, là, c'est quoi un renseignement personnel? Là, alors que historiquement, puis même dans les années 90, quand on se posait cette question-là, on s'attardait surtout à ce qui permet d'identifier une personne. Alors, on pense à ce qu'on retrouve sur des cartes d'identité, notamment ce qu'on retrouve sur une fiche d'employé au sein d'une organisation.
mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, les données de navigation de Jean-François Desricaud, par exemple, qui peuvent être captées par le site web d'une entreprise afin de faire du ciblage publicitaire, c'est considéré comme des renseignements personnels. Et ça, c'est un exemple de pratique qui est largement répandue et qui va désormais, puis le désormais, là, c'est à compter de septembre 2023, donc dans une année exactement, devoir faire l'objet de l'obtention d'un consentement exprès. C'est quoi un consentement exprès? C'est ce que, comme utilisateur d'Internet, vous constatez lorsque vous allez sur le site d'une entité européenne qui va, dès l'arrivée sur la page d'accueil, solliciter appelez ça comme vous voulez, là, des fois on appelle ça des confirmations, mais essentiellement, c'est l'obtention d'un consentement à l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui des cookies, qui est une technologie qui vise initialement à assurer des fonctionnalités du site, mais qui aujourd'hui est utilisée pour alimenter des activités de ciblage publicitaire, que ce soit par l'entremise de Facebook ou de Google, notamment. Ce n'est pas les seuls prestataires de services. Et donc, ce genre de pratique-là va désormais être encadré. Alors, je l'utilise comme illustration puis comme exemple parce que quelles sont les activités qui impliquent de la collecte de renseignements personnels et qui sont faites par toutes les organisations. Alors, toutes les organisations ont des employés, ou presque toutes, et un nombre grandissant. Tout ce qui a un impact, excusez-moi, pas un impact, toutes les organisations qui ont un contact client, peu importe que ce soit B2B ou B2C, ont tout le temps un site Internet ou presque. Et donc, ce sont deux illustrations d'occurrences où on peut collecter des renseignements personnels qui sont susceptibles d'être assujettis aux exigences de protection des renseignements personnels. Point important, pour les organisations qui n'ont pas de contact avec des consommateurs et donc qui font du B2B uniquement, sachez que les coordonnées, donc ce qu'on retrouve là dans l'équivalent d'une carte d'affaires, le nom, la fonction, le titre, l'adresse courriel, le numéro de téléphone professionnel, ce ne sera plus, à compter de septembre 2023, assujetti aux règles de protection des renseignements personnels. Fait que là, Jean-François Desricaud, associé responsable de la protection des renseignements personnels GKPMG, adresse courriel, numéro de téléphone, ce n'est plus, à compter de septembre 2023, assujetti aux règles de PRP. Alors donc, dans les situations où vous avez, par exemple, un outil pour gérer vos contacts fournisseurs, gérer vos contacts clients, où vous agissez en contact entre votre entreprise et d'autres entreprises, ces éléments-là ne sont pas assujettis. À partir du moment où, pour supporter ce que je vais appeler des efforts de relationnel, puis que vous faites état du fait que Jean-François, il a déjà émis le désir d'aller à tel show, à telle activité récréative, puis que la fête de ses enfants, c'est telle date puis telle date. Là, vous sortez du cadre du Business Contact Information et vous êtes en train de recueillir des éléments qui sont des renseignements personnels assujettis aux nouvelles règles. Je ne m'attends pas à ça. Là. Ça, c'est essentiellement la séquence d'entrée en vigueur. C'est un point de référence, là, mais je vais m'attarder à certaines des composantes de ces exigences-là. Qui est assujetti, je vous l'ai dit d'emblée, c'est toute organisation qui recueille, traite, détient des renseignements personnels qui doit se conformer. Alors, ça fait en sorte qu'une organisation basée, par exemple, à Toronto, mais qui a un établissement ou qui livre, en fait, qui sollicite ou offre la livraison de produits à des clients au Québec est assujetti aux exigences de la loi. Là, pas nécessairement de faire une analyse là, très longue de ça. Il y a des occurrences où des organisations peuvent se retrouver être assujetties au Canada à 4 lois, là, parce qu'il y en a une fédérale, il y en a une au Québec, il y en a en Alberta et en Colombie-Britannique. Évidemment, les organisations ne peuvent pas commencer à se comporter différemment en fonction de la localisation, mais on en parle parce que ces organisations-là doivent réfléchir à c'est quoi les critères les plus exigeants sont applicables envers quelles exigences dans quelle province, puis après ça, d'uniformiser leurs pratiques en fonction de ça. Alors, mais à retenir, dans le fond, essentiellement, si vous avez des activités
économique de la livraison, de la production au Québec et qu'il y a des employés et ou des clients liés à ces activités-là, vous êtes vraisemblablement assujetti aux obligations et tenu de vous y conformer. Ça présente les différents, la catégorisation, pardon, des exigences de protection des renseignements personnels renforcées ou nouvelles, ce qui découle des exigences. Fait il y a quelques éléments plus pertinents que d'autres, là. Sachez qu'au sein d'une organisation, la personne qui est le plus haut, le ou la plus haute dirigeant de l'organisation a la responsabilité de la PRP. C'est prévu là, dans les exigences. Cette responsabilité-là peut être déléguée, elle doit l'être par écrit. Une des obligations, c'est d'inscrire sur le site Internet, dans la mesure où il y en a un, les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels. C'est quelque chose qui existe déjà à l'intérieur des politiques de confidentialité ou des avis relatifs à la PRP sur les sites Internet de beaucoup d'organisations, mais c'est désormais une obligation formelle. Il y a également la nécessité, lorsqu'il y a un incident de confidentialité, qu'un incident de confidentialité, ça signifie un accès, une utilisation ou une communication de renseignements personnels qui est faite sans autorisation. C'est super large, OK? Parlons d'illustration rapidement là, pour ça. Vous avez une liste de clients, vous voulez l'envoyer ou une liste de candidats potentiels. Ça s'applique aussi en mode recrutement de candidats ou d'employés. Et vous l'envoyez à Jean-François Derico au lieu de l'envoyer à Jean-François Tremblay. Ça constitue un incident de confidentialité parce qu'il y a des renseignements personnels qui sont susceptibles d'être accédés par une personne qui n'est pas autorisée. Alors, ce genre de situation-là, à compter de demain, essentiellement, là, parce que ce sont des dispositions qui s'imposent à tous dès maintenant, doivent être documentées dans un registre, puis l'organisation doit se poser la question, est-ce que ça génère un risque de préjudice ou non? Puis, dans les cas, et puis le risque de préjudice, c'est pour la personne concernée, donc une des personnes dont les renseignements personnels ont été divulgués ou l'objet de l'incident. Dans les cas où ça peut générer un risque, il y a une obligation de le déclarer à la commission puis de donner des avis. Alors, ceux parmi vous, puis ça devrait être presque 100%, dont les renseignements personnels ont été affectés par une des grandes brèches de sécurité ou incidents de sécurité et de confidentialité qui ont eu lieu au cours des 4 dernières années. Là. Fait que pensez, les grandes institutions financières, plusieurs d'entre elles ont été affectées par des incidents de confidentialité qui ont mené à des avis publics ou des avis à la personne. Alors, ce serait surprenant que vous n'en ayez pas reçu de tels avis. Fait que cette logique-là qui était applicable, et ces règles-là, devrais-je dire, qui étaient applicables dans d'autres provinces canadiennes, dans les territoires des États américains, est désormais une obligation positive ici. Autre élément, là, parce que vous êtes toutes vos entreprises sont susceptibles d'utiliser des systèmes pour gérer notamment le recrutement ou la gestion de la relation employée. Vous êtes susceptible d'utiliser des solutions technologiques dont les prestataires utilisent des infrastructures, des équipements ou des équipes de soutien technique qui sont délocalisées à l'extérieur du Québec. Dans ces circonstances-là, il y a désormais des obligations spécifiques. En fait, l'exigence prévoit essentiellement qu'avant de transférer des renseignements personnels à l'extérieur du Québec, on doit faire certaines validations pour s'assurer que, un, il y a des engagements contractuels adéquats du prestataire qui va respecter la confidentialité. Deux, qu'il n'y aura pas de transfert dans des juridictions subséquentes, ou du moins que ça va être prévu au moment 1. Et 3, mesure de sécurité et que la juridiction en question a néanmoins une forme d'encadrement. Alors, il y a beaucoup de prestataires, là, les grands joueurs, là, les Microsoft, les Google, les Amazon, ont déjà révisé leur documentation contractuelle. Pas pour le Québec, là, ils l'ont fait parce que l'Europe a adopté un règlement qui est entré en vigueur en 2018 qui imposait des règles similaires. Et il y a déjà eu des modifications des documents contractuels standards de ces fournisseurs-là.
Bon, sécurité et incident de confidentialité, j'en ai parlé, j'en ai glissé un mot. Puis confidentialité par défaut, ben c'est le principe selon lequel, désormais, s'il y a une collecte qui se fait par l'entremise d'un site Internet, notamment, ou d'une application mobile, il faut obtenir le consentement exprès, donc positif. Là. Il faut que quelqu'un se fasse présenter une boîte de dialogue avec «j'accepte», «oui, je le veux», ou appliquer tous les cookies ou autres technologies de façon à ce que ça puisse être, que ces fonctionnalités-là puissent être activées. Alors, dans les grands chantiers, attribuer la responsabilité à quelqu'un tel qu'indiqué, à défaut de le faire, c'est le plus haut dirigeant de l'organisation qui se voit attribuer la responsabilité par le simple effet des dispositions de la loi. Deux autres systèmes dont il est important de parler, donc les règles relatives au consentement et la minimisation de la collecte de renseignements personnels. Alors, commençons par le consentement parce que c'est quelque chose d'essentiel. Vous allez voir apparaître des nouveaux textes quand vous, à titre de consommateur ou d'utilisateur de services Internet, vous allez devoir communiquer des renseignements personnels. Au Québec, à partir de septembre 2023, il y a des exigences qui font en sorte qu'on doit, au moment de la collecte, décrire les utilisations qu'on va faire des renseignements personnels. Puis là, il y a plein d'occasions dans nos vies où les utilisations, elles sont évidentes. Okay? Quand j'envoie mon curriculum vitae à une organisation en lien avec un poste, ben, c'est assez évident que l'organisation veut utiliser mon CV pour valider mon admissibilité au poste, mon profil de compétences, son adéquation avec les besoins de l'organisation. Mais ça, puis il y a d'autres éléments qui sont imposés par le règlement, là, comme le fait d'indiquer s'il y a une possibilité que les renseignements soient communiqués à l'extérieur du Québec et le fait qu'il y ait certains tiers dont on doit décrire les catégories qui sont appelés à les recevoir aussi, en plus des droits d'accès. Fait qu'il y a comme un libellé qui n'est pas standard, mais dont les composantes sont imposées, qui va devoir être intégré dans la documentation qu'on utilise quand on collecte des renseignements personnels. Fait que de façon presque automatique, l'organisation qui recrute puis qui a des employés va devoir le faire, réviser ce qu'elles écrivent sur les portions des sites de recrutement ou des applications de recrutement qu'ils utilisent et au moment de l'embauche également, afin de respecter cette obligation-là. Puis le principe de la minimisation de la collecte des renseignements personnels, bien, ça, c'est une mesure de prudence parce que à terme, puis on va en parler là, avant de clore la discussion aujourd'hui, à terme, l'organisation va devoir s'assurer qu'elle ne conserve pas les données et les documents qui comportent des renseignements personnels pour une durée qui dépasse celle qui est requise pour les utilisations qu'on a dénoncées au moment de collecter. Alors, par exemple, pour des fins de recrutement, l'organisation devrait réfléchir puis définir une durée pendant laquelle, lorsqu'elles n'embauchent pas quelqu'un dont elles ont reçu le CV, elles conservent le CV pendant combien de temps. Il n'est pas écrit dans le grand livre c'est quoi le délai. Là. Il n'y a pas de règle formelle là-dessus. Mais sachez qu'il y a une règle formelle sur la durée pendant laquelle une organisation doit, il y a pas, c'est imposé, là, la durée de conservation du dossier d'employé après la fin d'emploi, c'est 3 ans. C'est difficile de trouver une logique en vertu de laquelle on conserverait le CV d'un candidat qui n'a pas été embauché pour une durée plus longue. Alors, le message que je vous dis, c'est qu'il devrait y avoir une durée à partir de laquelle vous purgez les banques de CV que vous avez, qui peut être 1 an, 2 ans ou 3 ans de la date de réception d'un CV, ou si vous êtes vraiment bien organisé, mais là, ça peut devenir complexe, la date à partir de laquelle le processus d'embauche pour un poste donné a été comblé. Alors, c'est le genre d'exemple il y a une obligation de ne pas conserver au-delà de la durée pendant laquelle c'est requis et de détruire effectivement. Enfin, il y a des organisations où ça peut se faire, je ne dis pas simplement, mais sans grand chantier informatique. Il y en a d'autres où il y a énormément de données sur les individus qui sont captés. Là. Pensez au secteur des services financiers. Ces renseignements-là sont utilisés à plusieurs finalités dans des systèmes distincts. Et là, il y a une obligation d'opérationnaliser la destruction, de faire en sorte qu'il y ait une destruction effective de ces données-là. C'est énorme, c'est très complexe
comme projet organisationnel. Mais à hauteur de plus petite organisation, ça veut nécessairement dire de s'assurer qu'on ne garde pas pour rien les dossiers d'employés de personnes dont l'emploi a pris fin il y a plus que 3 ans. Je passe par-dessus la question de l'imputabilité et des responsabilités définies. La raison pour laquelle on l'inclut ici, c'est qu'il faut attribuer des responsabilités à quelqu'un pour que les activités se fassent. Okay? Fait qu'une fois que vous constatez que vous gérez un risque là, parce que vous avez des renseignements personnels que vous collectez, puis vous conservez, puis vous utilisez dans le cadre de vos activités, ça, c'est la shortlist des éléments qui devraient être complétés. Alors, s'assurer qu'il y a une responsabilité adéquate qui est documentée puis attribuée à quelqu'un, former les employés qui manipulent ça pour qu'ils soient conscients de ce que ça implique puis des risques pour l'organisation, documenter lorsqu'il y a des incidents, c'est fondamental. Puis, s'il y a l'utilisation de prestataires de solutions et de solutions technologiques qui impliquent du transfert, mais c'est presque tout le temps le cas quand, par exemple, vous utilisez un système de gestion de la paie ou un système de gestion des dossiers d'employés, il faut s'assurer qu'il y a également ce qu'ils appellent une évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. Consentement, je vous en ai parlé également. Sachez qu'on n'a pas besoin d'obtenir, juste pour éviter des ambiguïtés là-dessus, là, les règles relatives au consentement express, c'est vraiment lorsqu'on collecte à l'insu, parce que c'est pas l'utilisateur qui communique ses renseignements personnels, c'est l'effet de l'utilisation de fonctionnalités technologiques. Donc, interface web, application mobile, il y a une obligation de solliciter puis d'obtenir un consentement exprès. Dans les autres circonstances, l'obligation, c'est une obligation de transparence. Ça veut dire qu'on doit afficher en temps opportun les informations relatives à l'utilisation qu'on va faire des renseignements personnels quand ça s'inscrit dans la nature de l'activité. Fait que recrutement, emploi, on en a parlé. Lorsque c'est avec des consommateurs, ben, il faut dire des choses qui peuvent paraître évidentes, mais il faut les écrire quand même, telles que, ben, on va utiliser votre adresse courriel à des fins de facturation, puis on va utiliser votre adresse civique à des fins de livraison de ce que vous avez commandé. Souvent, on peut utiliser des formulations génériques pour dire essentiellement répondre à vos demandes puis compléter les commandes là, ou réaliser des livraisons, des trucs comme ça. Mais le point, c'est qu'il y a quand même un effort à faire pour aller réviser la documentation qu'on utilise dans le cadre des activités d'entreprise. Bon, alors, la minimisation des renseignements personnels, c'est vrai au moment de la collecte, puis c'est vrai donc au moment où on n'en a plus besoin, il faut s'assurer qu'on détruit effectivement. La raison pour laquelle ça peut avoir un impact, c'est que en matière de sécurité de l'information, quand vous entendez des lieux communs là, du type, c'est pas si on va être l'objet puis la victime d'une cyberattaque, c'est quand. Ce qu'on essaie de dire par là, c'est qu'essentiellement, on peut déployer des mécanismes de prévention, de détection, puis de défense contre les attaques, mais on ne va jamais arriver à une probabilité nulle. Il n'y a pas de mécanisme de sécurité qui soit foolproof parce qu'habituellement, il y a tout le temps une composante humaine, en plus des vulnérabilités technologiques qui finissent tout le temps par être mises au jour, mais il y a tout le temps une composante humaine qui peut générer une vulnérabilité. Mais on peut travailler à réduire l'impact. Puis quand on réduit ce qu'on conserve en termes de renseignements personnels, bien, on réduit l'impact d'une attaque et de l'exfiltration de données qui en découle. Alors, récemment, dans les manchettes, là, il y a un flagship québécois qui a été victime d'une cyberattaque. Puis, malheureusement, ils ont vu les attaquants là, divulguer des informations incluant des renseignements personnels qui avaient fait l'objet d'exfiltration dans le cadre de l'attaque. Mais là, je l'ignore, mais il arrive souvent que ces exfiltrations-là elles reflètent le fait qu'il y a eu des éléments conservés pour des durées qui n'étaient pas utiles à l'organisation. Donc, l'effort d'aller détruire vient réduire l'impact d'un incident potentiel. Et au-delà de ça, pour les plus grandes organisations qui vont être sous la loupe du régulateur, donc Commission d'accès à l'information et également ce que moi j'appelle affectueusement le barreau du recours collectif qui cherche des victimes aux poches profondes.
il va y avoir des demandes d'accès à l'information d'accès aux renseignements personnels, pardon, qui vont être transmises à partir de septembre 2023 pour créer des occasions. Alors, je me rends compte que j'ai utilisé un rythme peut-être un peu plus rapide, mais ça va nous permettre d'échanger et de répondre aux questions. Essentiellement, ces composantes-là de la présentation ici visent à refléter le fait, bien évidemment, notre offre de service, mais également insister sur le fait que dans une organisation, la protection des renseignements personnels, ça peut rarement être l'affaire d'une seule personne. Ça peut nécessiter, puis dès que ces fonctions-là existent, l'apport des gens de technologie pour s'assurer qu'on va déployer les mécanismes pour obtenir des consentements adéquats en temps opportun lorsqu'on fait de la collecte de données de navigation. Ça peut vouloir dire que je sais qu'il y a un auditoire ici qu'on visait qui était les gens responsables des ressources humaines, les processus liés au onboarding de nouveaux employés puis au recrutement vont devoir être révisés également. Puis par ailleurs, ben, la direction organisationnelle qui se voit attribuer la responsabilité doit être au fait de ça. Puis dans la mesure où il y a des gens dans l'organisation qui manipulent les renseignements personnels, que ce soit de consommateurs, de candidats ou d'employés, mais il y a également la nécessité de les sensibiliser au fait qu'on doit réduire ce qu'on recueille, on doit s'assurer qu'on l'utilise seulement pour les fins qu'on a dénoncées au moment où on les a recueillis, puis on doit également s'assurer qu'on ne conserve pas au-delà de ce qui est requis pour les utilisations qu'on a dénoncées au moment 1. Puis pour faire ça efficacement, il faut se doter d'un calendrier de conservation qui nous permet de faire un suivi efficace de ce qu'on a conservé, ce qu'on a collecté et quand on l'a collecté. Alors, voilà le tour d'horizon des principales dispositions de ce qu'on appelle la loi 25, mais essentiellement, c'est des nouvelles dispositions de la loi sur la protection des renseignements personnels. Parfait. Moi, j'ai une petite question pour toi, Jean-François. Est-ce qu'il y a des formations qui sont disponibles en ce moment pour, dans le fond, que les entreprises puissent prendre pour être à l'affût de toutes ces nouvelles dispositions-là ou une genre de boîte à outils, bref, une démarche quelconque? Oui. Bien, on s'attend à ce que la Commission d'accès à l'information ils ont publié un outil, là, mais que moi, je trouve que c'est beaucoup de paraphrases de ce qui est prévu dans la loi. Les acteurs là, puis les prestataires de services, là, comme notre équipe, on a publié, nous autres, on appelle ça un livre blanc ou un guide. Là, on a publié en janvier un guide sur c'est quoi les nouvelles obligations, puis c'est quoi les actions à prendre pour les rencontrer. C'est quelque chose qui est disponible sur le site de KPMG Canada, mais les cabinets d'avocats canadiens ont presque tous fait la même chose. Là. Nous, on est dans un mode plus opérationnalisation, ça, dans les processus d'affaires. Les cabinets d'avocats ont publié des interprétations des exigences légales. Il faut savoir qu'il y a une initiative qui est appuyée par le gouvernement du Québec qui va être déployée, qui vise à prévoir des programmes pour accompagner des entreprises de petite taille à se conformer aux obligations. Est-ce qu'il existe off-the-shelf des formations sur, par exemple, des règles relatives au consentement, les règles relatives à la conservation? Il y a, à ma connaissance, la réponse, c'est non. Il y a des firmes spécialisées en formation en sécurité de l'information qui sont en train d'additionner ça dans leur contenu. Aujourd'hui, notre objectif, c'était vraiment sensibiliser à l'existence des nouvelles exigences, évidemment, mais il y a quand même de la littérature. Quelqu'un qui veut se faire une tête va trouver, en recherchant des informations sur comment commencer le travail, puis c'est quoi le to-do. Nous autres, on a préparé, c'est-à-dire on a confectionné un questionnaire en ligne qu'on utilise dans le cadre de nos engagements avec nos clients, qui permet, avec des questions qui se répondent par oui puis par non, de faire essentiellement un état de situation actuelle ou la liste de ce qui est requis de la part des organisations.
Et donc, voilà, c'est OK. essentiellement ça l'état de la nation. Puis, dans le fond, une dernière question là, que j'aurais, c'est quoi les pratiques, par exemple, là, qu'on pourrait mettre en place demain à l'étape de collecte de données, à l'étape de manipulation des données, puis à l'étape de la disposition des données? Ouais, ben, la plus importante, c'est à l'étape de la collecte. Fait que revoir le texte de la documentation qui encadre la collecte de façon à s'assurer qu'on respecte les règles de consentement. Ça veut dire, tu sais, réfléchir à c'est quoi qu'on va faire avec les renseignements personnels, puis comment on l'explique à Jean-François. Euh, et également, au moment où on les conserve, mais s'assurer comment je fais pour m'assurer qu'ils vont être utilisés seulement pour les raisons pour lesquelles je les recueillis. Fait que, tu sais, souvent, ça veut dire s'assurer qu'ils sont conservés au bon endroit puis accessibles par les bonnes personnes seulement. Parfait. Je me demandais, est-ce qu'il y a des questions des personnes qui sont présentes au webinaire ce matin? S'il n'y a pas d'autres questions, ça peut mettre fin là, à la rencontre. Alors, Parfait. évidemment, ça nous fera plaisir s'il y en a. Parmi vous là, qui ont des questions après le fait, là, on peut fixer des consultations. Alors, voilà. Merci à tous pour l'organisation et au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.